Bonjour Bernard-Henri Lévy, merci d'être avec nous. Alors vous publiez un nouvel ouvrage sur la route des hommes sans nom, c'est chez Grasset, et parallèlement à la sortie d'un film, Une autre idée du monde, qui sera diffusé le 14 juin sur Canal+, un livre et un film dans lequel vous vous racontez, vous revenez sur votre parcours, un parcours qui vous a conduit depuis 1971 à l'autre bout du monde pour voir des guerres ignorées et oubliées. Alors pourquoi ce livre, Bernard-Henri Lévy? Pourquoi ce film, Bernard-Henri Lévy? Ben écoutez, pour témoigner, pour transmettre, qui sont deux des constantes de ma vie et deux des commandements de la tradition juive qui m'habite et qui me constitue. Alors on va en reparler justement de ces raisons-là, la transmission Et le et le témoignage. témoignage. Alors, et vous écrivez dans ce livre, il est temps de lire, de dire l'histoire de mes folies. Qu'est-ce que ça veut dire? L'histoire de mes folies, c'est une. Vous Bon, dites mes folies, de mes folies. mes folies, c'est Ouais. une allusion à Rimbaud. Hein, Ouais, c'est ouais. une phrase Vous de citez Rimbaud. Rimbaud, vous citez Rimbaud. Voilà. Bah, l'histoire de mes folies, c'est vrai que c'est pas ordinaire de se mettre dans d'avoir passé sa vie à se mettre dans les situations que vous avez vues et que verront vos auditeurs dans le film de Canal+, là, du 14 juin. Extraordinaire film, un film très émouvant, avec des images très très fortes. Voilà. Fort, je ne sais pas, en tout cas, Ouais, oui, des très très situations fortes. Ouais. fortes. C'est-à-dire qu'être sous le feu d'une embuscade en Libye, On va en parler. aller avec des gamins qui ont le tiers de mon âge, débusquer une cache de Daesh et sortir le drapeau de Daesh en pleine montagne, à pic, etc. L'une des dernières images du film, hein, en Afghanistan. C'est en effet un peu une folie. Ouais. Alors, qu'est-ce qui me fait courir après ces folies? Et qu'est-ce qui vous a fait depuis 50 ans Et ça fait 50 ans que ça courir dure. après ces folies, puisque ça a commencé en 1971 au Bangladesh? Voilà, je suis jeune normalien, jeune agrégé. Pour moi, dans normalien, il y a normalité, j'aime pas ça. Dans agrégation, il y a agrégat, j'aime pas ça non plus, parce que je suis trop individualiste. Dans le Paris de cette époque, il y a une espèce de gauchisme frivole, On était après 68. de révolution en Et chambre. il y a les Maoïstes qui jouent un rôle important, vous en parlez Il aussi. y a des maoïstes qui sont des gens extrêmement brillants, mais qui tournent un peu en rond, qui se réclament de la résistance, de la grande résistance, celle dont je me réclame aussi, Et puis il y avait Malraux aussi derrière. mais Hein. pour nourrir une nouvelle résistance populaire devant les usines Renault-Billancourt. Tout ça me semble moyennement sérieux, Avec et je Malraux. décide de partir au Bangladesh. Mm. Voilà. Et Parce qu'en effet, Malraux. parce que Malraux, et puis parce que aussi à l'époque, hein, on parlera de la situation de 2021, il y avait une élite intellectuelle, il y avait une vraie réflexion, même au niveau de la classe politique, qui n'existe peut-être plus aujourd'hui. Je suis toujours très prudent avant de dire c'était mieux avant, etc. Je ne sais pas. Ce qui est vrai, en revanche, ce qui est certain, c'est que la gauche radicale avait une autre allure et une autre tenue et un autre degré d'intelligence que la gauche radicale d'aujourd'hui, qui est sotte, qui est analphabète, qui ne comprend rien. Quand je vois la culture woke aujourd'hui, la pensée woke, la soi-disant pensée woke, Définissez-nous ce qu'est la pensée woke. bah, la pensée indigéniste, la pensée qui met en garde contre le racisme systémique, la pensée qui veut déboulonner les statues de Churchill parce que Churchill n'est pas seulement le héros de la Seconde Guerre mondiale. Ou la pensée qui prône l'écriture inclusive. Ou l'écriture inclusive, absolument. Tout ça, c'est la pensée dite woke. Or, cette pensée woke, elle se réclame soit d'idées débiles, à savoir les victimes ne doivent parler qu'avec les victimes, les noirs ne doivent parler qu'avec les noirs, les juifs ne peuvent parler qu'avec les juifs, on doit s'enfermer dans sa communauté, ou bien elle se réclame d'idées un peu plus sophistiquées qui sont celles justement de ma jeunesse, qui sont celles, mettons, de Michel Foucault ou de Jacques Derrida, mais de manière tellement idiote, avec de tels malentendus, bah, je les ai bien connus. Moi, c'était mes professeurs. C'était vos enseignants. Hein. Ils étaient mes professeurs, et j'entends tout le temps parler en ce moment de déconstruction. Hein. Dès qu'il y a une espèce on va déconstruire le racisme d'État, on va déconstruire l'institution policière.
déconstruire, ça veut pas dire ça. Alors qu'ils disent ce qu'ils veulent, démolir, s'ils veulent, mais qu'ils ne s'affublent pas de ce beau concept de Jacques Derrida qui n'avait rien à voir avec ce que ces idiots entendent par déconstruction aujourd'hui. Donc, c'était mieux avant, j'en sais rien, mais sur ce terrain-là, oui, certainement. On a l'extrême gauche la plus bête de notre histoire. Alors on parlera de cette extrême gauche, on parlera de l'islamo-gauchisme. J'ai tout dit là. Voilà, non, mais il y aura d'autres questions, vous verrez. Alors, on revient à votre livre, à votre film, qui sont parallèles. Hein. Ce que vous écrivez dans le livre, on le voit dans le film, et réciproquement. Vous dites que vous avez été confronté à l'inhumanité absolue. Et on le voit dans les images du film, Bernard Lévy. Inhumanité absolue, unité du genre humain et fraternité, est-ce que ça va ensemble? Bah oui, ça va ensemble. Et ceux qui se mettront devant Canal+ le 14, ils verront ça. Je veux dire, une jeune femme charmante, ravissante, brillante, qui tombe sur un groupe islamiste, d'islamistes nigérians. On parle du Nigeria. Donc c'est Boko Haram. Hein. C'est des gens, c'est des Foulani, c'est une succursale de Boko Haram. Oui. Et elle est enceinte. L'émir du groupe dit on peut pas éventrer une femme enceinte. Alors qu'on ne peut pas l'éventrer, on va lui faire un traitement de substitution. Alors qu'est-ce qu'on lui fait? On lui charcute le bras à la boucherie. Comme donc vous racontez dans le film, on commence par un doigt, la main, les doigts, la main, l'avant-bras, le bras. Et puis voilà, et puis elle est là, elle témoigne, elle va se recueillir sur la tombe de ses enfants qu'on a tués eux en revanche sous ses yeux. Et d'ailleurs, elle finit par mourir pendant le tournage de mon film, sans doute de chagrin. Donc tout ça, vous pouvez tourner le problème comme vous voulez, vous pouvez faire de l'idéologie, de la politique, machin, ça s'appelle l'inhumanité. Voilà. Et c'est ce que j'appelle ce que l'on peut faire de pire, ce que l'homme peut faire de pire à l'homme. Voilà. Et ça, c'est une question qui me hante, cette question de l'inhumanité. J'ai appris à la déchiffrer à travers mes lectures de Primo Levi, d'Elie Wiesel et de quelques autres. Parce que vous dites aussi, et on en reparlera, vos lectures ont beaucoup compté. Vos lectures ont beaucoup compté. Celles-ci et puis les autres qui vous ont conduit à Normal Sup et à l'agrégation et à celui où vous êtes aujourd'hui. Ben oui, parce que les lectures, c'est ce que j'essaie d'expliquer ce que j'ai tenté d'expliquer jadis à mes enfants avec succès et maintenant à mes petits-enfants. La lecture, c'est pas un luxe. C'est pas quelque chose, c'est pas une couche qui vient par-dessus notre être. C'est ce qui vraiment fabrique notre regard, structure notre rapport au monde, enrichit notre vision des choses. Hein. La lecture, c'est vraiment ça. C'est pas une couche de plus. C'est une conversion de notre âme. La seule conversion que je connaisse, c'est la conversion induite par la lecture d'un livre important ou d'un grand livre de littérature. Alors un grand livre, votre livre, Bernard Lévy, ce film aussi, quelque part, c'est votre autobiographie aussi. C'est en tout cas une approche, un début d'autobiographie. C'est vrai que je suis quelqu'un de pudique. Parce que vous livrez beaucoup, aussi bien dans le livre que dans le... Voilà, jusqu'à présent, jusqu'à ce film et ce livre, je me suis, je crois, peu livré. J'aime pas ça. Contrairement à ma mauvaise réputation, je préfère parler des autres que de moi. Et je suis beaucoup moins narcissique que ne le disent ceux qui ne me connaissent pas bien. Mais dans ce livre, c'est vrai que j'ai voulu passer aux aveux. J'ai voulu, comme disait un écrivain français que j'admire infiniment, qui est Louis Aragon, j'abats mon jeu. Enfin, je commence d'abattre mon jeu. Pourquoi je suis celui que je suis? Quels sont les maîtres qui m'ont formé? Comment mon père... Voilà, j'allais vous parler de votre père. J'allais vous parler de votre père, justement. Et c'est la première fois que je vous lis, et parlant de votre père, que vous entendez parler de votre père. Il a beaucoup compté. Puis quelque part, vous nous direz si c'est le cas ou pas, vous êtes quelque part un peu votre père, puisque il y a deux combats dont vous parlez dans ce livre et dans ce film que personnellement je ne connaissais pas, qu'on connaissait pas forcément. Racontez-nous de quoi il s'agit. Mon père, depuis que je suis enfant, enfin adolescent, André Lévy. André Lévy est une figure héroïque pour deux raisons. Il a participé d'abord de la grande aventure, à mes yeux et aux yeux de beaucoup d'autres, des brigades internationales, c'est-à-dire des gens qui venaient se battre les armes à la main
contre le fascisme et contre le danger qu'il faisait peser non seulement sur l'Espagne à l'époque, mais sur le monde. On est en 36, 37. Et lui, il a été en Espagne. Quand il arrive, on est en 38, il arrive à Barcelone, premièrement. Et pour moi, cette compagnie-là, les Brigades internationales, c'est la compagnie la plus noble du monde. C'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus héroïque, à mes yeux. Deuxièmement, il fait partie de la grande et belle armée de la France libre. Et vous savez qu'il y a une bataille très importante qui était la bataille de Monte Cassino, qui a vraiment permis aux troupes alliées de briser la ligne à la hauteur entre le Mont Cassin et Rome, la ligne tenue par les armées nazies, et de libérer l'Europe et bientôt la France. Mon père a fait partie des quelques-uns qui, en première ligne, sous le feu allemand, ont libéré les pics les plus élevés des monts Cassin. Il y avait là, vous savez, il y avait une poignée de Polonais, une poignée de tabors marocains et une poignée de ce qu'on appelait à l'époque des Juifs indigènes. Et je crois qu'il y avait aussi des Corses. Quelques Corses, oui, des Corses, des tabors marocains, des Polonais, des têtes brûlées polonais, magnifiques de courage, et des Juifs indigènes, c'est-à-dire des Juifs des Français de confession juive qui avaient été déchus par les lois de Vichy. Et mon père faisait partie de ce qu'on appelait les Juifs indigènes. Et il y a une chose qui me bouleverse et qui me met les larmes aux yeux chaque fois que j'y pense, c'est sa citation au feu et sa décoration par un général de légende, une grande figure de la France libre, qui était son chef, qui s'appelait le général Diego Brosset. Tous ceux qui connaissent un peu vous en parlez, donc libre, vous l'écrivez. Voilà. Et j'en parle, et je reproduis cette citation au feu de mon père à l'époque. Alors ça, c'est vrai que ça compose un paysage, ça une tutelle morale et psychologique qui a beaucoup compté dans ma vie. Est-ce que, sans votre père, sans ce qu'il a fait, sans ce qu'il vous a appris, vous seriez le même Bernard-Henri Lévy ? Non, bien sûr que non. Non, bien sûr que non. Les valeurs auxquelles je crois, le petit brin de culture qui est le mien, la part de bonté qui peut parfois triompher de mon égoïsme naturel qu'on a tous, tout ça, je pense que ça vient vraiment de lui. Et surtout, comment vous dire, il y a quelques scènes du film, quand je me trouve, par exemple, dans les montagnes kurdes, suspendu dans le vide, avec 1000 mètres en dessous de moi, avec une corde de rappel, entouré par des pêcheurs. Oui, on voit que vous êtes un grand sportif. Non, je ne suis pas un grand sportif, justement. J'ai une peur bleue. Je sais que je ne suis pas entraîné pour ça. Ce qui me tient, ce qui fait peut-être que je ne tombe pas, c'est la pensée de mon père en haut du Mont Cassin. C'est ridicule, c'est naïf, c'est enfantin, mais c'est peut-être pour ça que je suis avec vous aujourd'hui. Voilà. Et il y a beaucoup de circonstances, quand je me trouve dans les tranchées... en Ukraine, par exemple ? En Ukraine. Ou en Irak ou ailleurs. Ou en Irak, ou en Syrie, ou à Mogadiscio, face aux gens d'Al-Qaïda, qui s'appellent là-bas les Shebabs. Qu'est-ce qui me fait tenir? Qu'est-ce qui me fait passer des nuits sans sommeil? Qu'est-ce qui me fait passer des journées sans manger? Qu'est-ce qui me fait me tenir droit malgré des snipers et malgré les bombardements? C'est en partie cette idée lumineuse, magnifique, d'un père héroïque. Et votre mère? Ma mère, oui, très important aussi. Ma mère, vous savez, elle faisait partie de ces jeunes filles juives d'Algérie, merveilleuses de culture, d'amour de la France, et elle était pétrie de grande littérature. Et elle m'a fait lire Racine à 12 ans, Les Misérables à 14, Les Hommes de bonne volonté à 15, et ainsi de suite. Et pour elle, la vraie vie était, enfin une partie de la vraie vie était dans les livres. Dans la culture. Dans les livres, oui, la musique aussi, la peinture. J'ai encore chez moi la première collection des monographies Skira sur les grands peintres modernes, les peintres cubistes. Les gros livres cartonnés, les gros livres. Des petits livres cartonnés, des petits livres carrés, cartonnés, pas les gros, des petits livres. J'ai encore ça. Et d'ailleurs, dans ma bibliothèque, vous m'y faites penser, c'est très important la bibliothèque pour un écrivain. Sa bibliothèque, c'est quelque chose qui s'enrichit à mesure des années. Et qui se remplace aussi.
qui se remplacent. Et c'est comme un corps vivant, une bibliothèque, avec des couches qui recouvrent. C'est comme un palimpseste. Un palimpseste, c'est un manuscrit sur lequel on réécrit des couches qui effacent ou qui font disparaître les couches anciennes. La base de ma bibliothèque aujourd'hui, d'écrivain français, auteur de mes 40 livres, la base de ma bibliothèque, c'est la bibliothèque de ma mère. Voilà, c'est la bibliothèque Ça de me fait ma mère. penser au livre que vient d'écrire Aldo Naori, Ma mère. Ma mère. Ben moi, voilà. Une mère juive. Oui, une mère juive, une mère charmante. Et alors, vous êtes né donc en 1948 à Bénissaf, vous écrivez « J'ai l'âge de l'État d'Israël » et vous arrivez en 1954 en France, à Neuilly-sur-Seine, avec vos parents. Qu'est-ce que vous avez gardé, qu'est-ce que vous avez comme souvenir d'Algérie, Bernard-Henri Lévy? Est-ce que vous en avez encore? Non, je n'en ai pas parce qu'en vérité, j'arrive en France quand j'ai 6 ans, en 1954, mais j'arrive pas d'Algérie. Mes parents ont déjà quitté l'Algérie à ma naissance. Ils sont allés vivre ensuite quelques années au Maroc. Voilà. Donc je n'ai pas de souvenirs d'Algérie. Donc c'est des souvenirs familiaux que vous avez en tête? J'ai quelques vagues souvenirs lorsque j'étais tout petit garçon. Ma mère a dû probablement m'emmener un été ou deux retrouver ses sœurs qui habitaient Bénissaf, qui était un village. Alors où je suis retourné au plus fort de la guerre des islamistes contre l'État algérien dans les années 90. Je faisais un reportage en Algérie pour Le Monde et un jour je me suis rendu compte, en voyant une carte, je cherchais ma route pour aller vers un maquis des GIA, mettons, et d'un seul coup je vois Bénissaf, le lieu de ma naissance. Et je ne l'avais jamais, c'est un petit village, je ne l'avais jamais vu écrit sur une carte. Pour la première fois, je le vois là. Et je vois que je suis à 50 km. Alors évidemment, qu'est-ce que je fais? Je dis à mon fixeur, attendez, on oublie les GIA 5 minutes, on va à Bénissaf. Et donc je suis allé dans ce village très beau, bleu et blanc, au bord de la mer, avec une très jolie plage, avec un café où je savais par ma grand-mère que mes oncles Yamin, Messaoud, Maklouf et Moïse allaient prendre le café toutes les fins d'après-midi à une petite table. J'avais des photos de famille que j'ai reconnu la table. J'ai retrouvé la rue où je suis né, qui s'appelait dans le temps la rue Karl Marx, qui a été maintenant, le nom a été arabisé. Mais j'ai retrouvé le 1 rue Karl Marx, le café de mes oncles, la maison de ma grand-mère, qui était une maison pauvre. J'ai retrouvé tout ça. Et là, j'ai fait ce que j'appelle une expérience barésienne chimiquement pure. Barésienne, c'est Barès, évidemment, qui pense qu'un humain est habité, même s'il ne le sait pas, par les ondes telluriques de la terre où il est né. Et vous sentiez tout remonter en vous? Eh bien non. Non? Justement pas. L'expérience a été négative. Négative. J'étais à Bénissaf. Il y a de l'émotion de toute façon. Émotion, oui. Parce que je reconnaissais les images vues sur les photos des miens, de ma grand-mère que j'ai chérie, qui s'appelait Myriam Siboni, de mes petits-oncles dont je vous parle tout à l'heure, qui étaient petits de taille. Donc tout ça, oui. Mais sentir que j'étais fils d'une terre, là je suis franc avec vous, non, pas vraiment. Vous savez, ça me fait penser au jour où François Hollande m'avait amené avec lui en Algérie, et je suis allé dans le village où je suis né, dans l'école où mon père était instituteur. Même si vous ne l'avez pas vécu, ou vous avez vécu quelques mois, il y a une émotion folle, infinie. Mais émotion parce que votre père, parce que ma mère, parce que ces associations de souvenirs, parce que peut-être ils ne sont plus là, ce qui était le cas pour... Ma mère était encore là d'ailleurs à l'époque. Ma mère était encore là, mais je pensais à elle. Oui. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, puis après on passe à autre chose, l'un de vos arrière-grands-pères maternels était le rabbin de Tlemcen. Oui. Alors, ensuite, il y a votre parcours personnel, normal sup, entre 68 et 71, le Bangladesh, on en a parlé, 71, avant de faire partie des initiateurs du mouvement des nouveaux philosophes. Et puis, est-ce qu'il y a un lien à faire entre mai 68, la nouvelle philosophie, et les engagements qui sont les vôtres depuis 50 ans? Bien sûr, c'est la même chose. L'aspiration, le meilleur de mai 68, c'était l'aspiration libertaire.
et ce que les gauchistes de l'époque, les maoïstes, appelaient la lutte contre l'égoïsme. Voilà. Le maoïsme, c'était des tas de trucs débiles, mais il y avait aussi une chose bien, qui était la lutte contre l'égoïsme. Est-ce que vous avez poursuivi après? Je suis comme tout le monde. J'ai ma part d'égoïsme, naturellement, mais je me soigne. Je lutte contre. Et je fais tout ce que je peux pour chasser en moi le mauvais démon de l'égoïsme. Et ça, c'est mai 68, c'est la nouvelle philosophie, et c'est l'héritage auquel je suis fidèle. J'essaye, en tout cas, encore aujourd'hui. Et alors, vous avez aussi... François Mitterrand a aussi compté pour vous. Vous faites partie jusqu'en 1976 du groupe des experts du PS. Et il parle de vous, François Mitterrand, en 78, dans L'abeille et l'architecte. Il dit « J'ai connu Bernard-Henri Lévy alors qu'il venait d'entrer à Normale Supérieure. Je me flatte d'avoir pressenti en ce jeune homme grave le grand écrivain qu'il sera. » Ça me fait plaisir, oui. Vous vous en souvenez de ça? Je me rappelle ce texte, oui, je m'en souviens. Je m'en souviens, c'est dans L'abeille et l'architecte. Mais on avait un lien assez fort, un lien qui s'est brisé à la fin de sa vie. À cause de Bousquet? À cause de Bousquet et à cause de la Bosnie. Mmh. À cause de Sarajevo, où j'ai eu l'impression qu'il avait triché avec moi. Mais enfin, les brouilles de fin de vie n'effacent pas l'intensité des premiers rapports. Et cet homme a été très important dans ma jeunesse. Et voilà, c'était aussi un homme d'exception. Alors Bernard Lévy, vous écrivez aussi dans ce livre « Le juif en moi ne peut que se retrouver dans cette façon de ne jamais rapporter les faits sans assortir son rapport d'une bonne et d'une belle action. » Vous dites « Je n'ose dire une mitzvah dont l'ultime dessein serait la réparation, le tikkun olam du monde. » Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment faire ce parallèle entre le tikkun olam et votre action? C'est la même chose. Le tikkun olam, c'est la réparation du monde. C'est l'idée que le monde, que Dieu a créé le monde imparfait et que les hommes sont ses associés dans la création et qu'il leur appartient aux hommes, à chacun, à chaque femme, à chaque homme, à chacun d'entre nous, de contribuer à réparer la création. Voilà. Et alors, justement, vous dites réparer la création. Quel est ce mécanisme qui pousse quelqu'un, qui vous a poussé à aller auprès des plus affligés, donc du Bangladesh, de Bosnie, Sarajevo, d'Afghanistan, du Cambodge, du Kurdistan, d'Ukraine et de tous ces pays que vous avez visités, le Soudan et ainsi de suite? Un mélange, ça m'a été beaucoup reproché lorsque je l'ai dit un jour au CRIF, mais c'est pourtant la stricte vérité. C'est la philosophie, la France et le judaïsme. La philosophie, parce que je suis un fils des Lumières, un fils de Kant, un fils de l'impératif catégorique, un fils de l'universalisme. Un fils de Lévinas aussi. Hein. La philosophie, premièrement. La France, deuxièmement. Parce que ce qu'il y a de grand dans la France, c'est de vouloir être grande, pas seulement pour les Français, mais pour tous les hommes. C'est le gaullisme, c'est Malraux, c'est la gauche fraternitaire et internationaliste. Et le judaïsme, la pensée de Rosenzweig et la pensée de Lévinas, qui dit exactement cela. Donc c'est ce croisement des trois, de la philosophie des Lumières, de l'idée française et du judaïsme profond en moi, qui a armé cette pensée qui est la mienne et cette pratique qui s'en déduit et dont vous voyez les effets, en effet, dans cette œuvre récente, dans ce film. Dans ce film, donc le Bangladesh, la Bosnie, Sarajevo, l'Afghanistan, l'Ukraine. L'Ukraine, vous dites, il y a ce dialogue avec le président ukrainien Vladimir Zelensky qui vous dit « Poutine n'a pas de regard ». Et vous dites « Je suis fier d'avoir accompagné la révolution de Maïdan ». On voit les images de l'époque. Pourquoi? Même si ça paraît évident, mais je préfère que vous le disiez. Vous savez, un pays qui a une si solide tradition et si atroce tradition antisémite. Et vous vous rendez sur les lieux de Babi Yar. Hein. Je représente la France et le président François Hollande pour la commémoration de Babi Yar. Hein. J'étais le représentant personnel du président Hollande. J'ai été très honoré de cela. Je sais que l'Ukraine a été un des pays de la Shoah par balle. Ce pays-là élit un président juif. Extraordinaire. Ben oui. Comment ne pas accompagner ce mouvement-là? Le mouvement qui fait qu'un pays sort de cet enfer-là
de cette infamie de l'antisémitisme d'État et de l'antisémitisme populaire pour porter sur le pavois au plus haut de ces institutions un juif. Un juif et un clown. Un juif inconnu et un vrai juif, hein. Pas un juif... Non, mais je dis aussi un artiste, hein. Un juif, un artiste, un comique, une sorte de Coluche, un Coluche ukrainien juif affirmant haut et fort son judaïsme. Donc ça, c'est dans cette époque qui est tellement riche en mauvaises nouvelles, ça, c'est une des bonnes nouvelles récentes. Bonne nouvelle récente, mais quand même, hein, comme vous le dites, il y a la guerre aux portes de l'Europe et pourtant tout le monde, ou presque, se tait. Hein, c'est l'Ukraine. Alors que depuis Sarajevo, Bernard Lévy, vous pensiez que jamais plus une guerre n'arrivera en Europe. Depuis Sarajevo. Oui, déjà Sarajevo, je me demandais comment Sarajevo était possible, comment on pouvait encore assiéger une ville comme au Moyen-Âge, comment on pouvait encore faire de la purification ethnique comme à l'époque des fascismes, et voir ça se répéter en Ukraine aujourd'hui, dans l'indifférence des nations, avec une Amérique qui sait à peine parfois où se trouve l'Ukraine et la région où il y a la guerre qui est le Donbass, les bras m'en tombent. Et on passe de l'Ukraine au Kurdistan, donc vous êtes auprès de ces femmes combattantes, hein, et vous avez aussi vu des Français de Daesh capturés par les Kurdes, on voit les images, et l'un d'eux vous dit « je suis innocent », donc ça c'est le terroriste islamiste de Daesh, et puis aussi ces enfants que vous voyez, ces enfants de Daesh. C'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Le terroriste, il sera jugé un jour. Et vous lui dites, je ne veux pas préjuger, mais je ne serais franchement pas étonné qu'il soit coupable. Mais il y a ces images d'humanité de ces enfants. Voilà. En revanche, ces enfants, dont le père est mort dans les rangs de Daesh, dont la mère a été capturée par les Kurdes et attend de savoir quel sera son sort dans un camp de réfugiés, ces enfants-là, pris dans ces feux croisés de l'horreur et du mal, quelle est leur responsabilité? Aucune. Sont-ils radicalisés? Pas tous. On voit leur regard. Quel est leur destin? Je ne sais pas. Et vous leur dites, hein, vous allez être les parents de vos parents, et ce jour-là, vous serez des hommes libres. Vous allez devenir des hommes libres. Des hommes libres, oui. Hein? Oui. C'est-à-dire, je leur dis, c'est un moment où je me trouve face à une assemblée enfants. Ils ont 13, 14, 15 ans. Oui, voilà. Enfants, adolescents. Et je leur dis ça. Je sais que tous ont des familles qui leur ont fait du bourrage de crâne islamiste. Et d'ailleurs, je crois que c'est à ces enfants, hein, si ma mémoire est bonne, que vous dites « Je m'appelle Bernard-Henri Lévy, je suis juif, mais pour moi, juif, musulman, chrétien, nous sommes des frères. » Mais mon cher Frédéric Aïssa, j'ai passé ma vie à dire à des gens de ce genre, je m'appelle Bernard-Henri Lévy. Oui, on vous voit aussi. On voit aussi ce qui se passe en Libye. On me voit le dire en Libye, on me voit le dire en Afghanistan. Lorsque je rencontre le commandant Massoud en 82, lorsque dans l'image qui est dans le film, cette image archive qui est en 97 ou en 98, je leur dis, je suis juif. Je m'appelle Bernard-Henri Lévy. C'est important pour vous de dire ça? Oui. C'est important d'abord parce que, comme je viens de vous le dire, mon judaïsme n'est pas étranger à la relation que j'ai avec le reste du genre humain et avec la conviction que j'ai qu'il appartient aux Juifs en moi de travailler à la rédemption du reste des humains. Au tikkun olam de l'humanité et pas seulement de la communauté juive. Bon, c'était le sens de ma question tout à l'heure. C'est ça, être juif. Et deuxièmement, c'est important parce que je préfère que les choses soient claires. Quand je me trouve à Benghazi, il y a cette image dans le film, face à 50 000 gamins surexcités par la révolution, qui ont été, pour certains, nourris à l'antisémitisme. Je préfère que les choses soient claires. Je leur dis, je suis juif. L'homme que vous avez en face de vous, que vous êtes en train d'acclamer, enfin, vous acclamez à travers lui la France, il faut que vous sachiez qu'il est juif. Alors, il y a toujours un petit moment mais ça reste ensuite dans la tête de malaise, oui. Il y a toujours un moment de malaise, un moment où les gens sont un peu surpris. Et puis, je pense que ça travaille les têtes. Hein. Et ils se disent, en effet, c'est bizarre. Oui, on peut être juif et ne pas haïr les Arabes de toute son âme. On peut être juif et vouloir le salut du reste des humains. Voilà. Et je pense que c'est très important. C'est très important. Je le dis toujours. Et on voit quand même ces images
de cette embuscade. C'était le 4 août 2020 à Voilà. Tarhouna en Libye. Et on entend ceux qui voulaient vous tuer hurler. Pas de juifs à Tarhouna, ils vous tirent dessus. Hein. Ils vous poursuivent aussi. Ils poursuivent votre voiture et celle qui vous escorte. Et ils disent chien, ils hurlent chien de juif. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Et puis aussi, bon, je vous laisse répondre. Ensuite, je préciserai ce que vous dites par rapport à la Libye. Ce qui s'est passé, je ne le saurais pas. Je pense que il y a un certain nombre d'agences d'intelligence qui ont essayé de comprendre, et je ne suis pas sûr qu'elles l'aient compris. En gros, je suis dans l'ouest de la Libye. Elle est sous la domination de la Turquie, domination militaire. Et je pense qu'il y a là des réseaux turcs qui étaient décidés à soit me faire la peau, soit me chasser de Libye dans les plus brefs délais, et qui m'attendaient, qui m'ont tendu une embuscade dans cette ville de Tarhouna. Voilà. Et je suis tombé dans un piège, dont je suis heureusement sorti. Donc vous êtes sorti, mais alors à Tarhouna, ou d'ailleurs aussi dans les tranchées d'Ukraine où on vous voit, et on vous avez entendu siffler en Ukraine les balles des snipers russes, ou ailleurs, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir peur de mourir pendant ces 50 ans? Ah bah oui. Et pourtant vous continuez. Oui. Bah, ça fait partie des règles du jeu? La mort? Ça fait partie des règles du jeu, ça fait partie du sens que j'ai de l'honneur, ça fait partie de l'idée que j'ai de la vie. À quoi de la mort? Non, de la vie. À quoi ça sert la vie si on ne la met pas au service de quelque chose de plus grand qu'elle, au service de la défense de valeurs qui la dépassent? Alors bien sûr qu'il y a un risque de mourir. Quand je suis pris, là vous avez vu les images, vous avez vu le film, quand je suis pris dans cette embuscade à Tarhouna, bien sûr que j'ai peur. Et mes camarades aussi, on est 4, 5, on a peur. Les balles sifflent tapent dans nos voitures, naturellement. Je sais, je saurai un peu plus tard, on voit sur les réseaux sociaux, que le plan était de me sortir de la voiture et de me faire subir... ce qu'avait subi Daniel Pearl. Je ne sais pas quoi, oui. En tout cas, quelque chose qui ressemblait. Quelque chose qui ressemble. Et d'ailleurs, quand je dis je suis juif à des assemblées de ce genre, je pense que j'ai aussi en tête les derniers mots de Daniel Pearl. Vous savez que j'ai écrit un livre sur Daniel Pearl, auquel je fais allusion également dans ce nouveau film. Et vous connaissez les derniers mots de Daniel Pearl. Je suis juif, mon père est juif, ma mère est juive. Cette célébration du nom. Chez nous, ça s'appelle comme ça, une célébration du nom, à l'instant de mourir, par Daniel Pearl, c'est quelque chose qui me hante. C'est le schéma Israël de Daniel Pearl. Oui. Et dans les circonstances de ce genre, ces moments limites où je suis en danger parce que je me suis mis en danger, eh bien, je célèbre mon nom. Et vous dites d'ailleurs, cette Libye, on vous entend dans le film, à qui j'ai tant donné de moi-même. Et vous entendez ce que disent vos détracteurs, ce qu'ils disent depuis des années, les Boniface et autres, vous les connaissez. Le conflit en Libye a laissé un souvenir traumatisant, un bain de sang dont vous seriez responsable. Oui, je crois que si j'ai une petite responsabilité, c'est d'avoir évité un bain de sang épouvantable, celui qui était annoncé à Benghazi. Voilà. Aujourd'hui, parce qu'on ne m'a pas écouté jusqu'au bout, parce qu'on a pensé qu'on avait fait notre boulot une fois qu'on avait détrôné Kadhafi, parce qu'on n'a pas fait notre travail de nation builder, il y a une espèce de guerre civile de basse intensité. Voilà. On a évité le bain de sang en 2011, on a une guerre civile de basse intensité depuis. Et vous y êtes retourné d'ailleurs en Libye, on a parlé de cet épisode. Et vous savez aussi ce que vont dire vos détracteurs après ce film qui va être diffusé, après le livre. Vous savez ce qu'ils vont dire? Non. C'est très simple. Tout ce que vous dénoncez à propos de ces théâtres de guerre, Israël le fait à Gaza. Qu'est-ce que vous leur répondez par avance? Ça n'a rien à voir. Vous savez qu'ils vont vous le dire. Non. Je ne pense pas qu'ils auront l'indécence de comparer. On verra. De comparer. En tout cas, ils le disent même aujourd'hui. Attendez. Il y a les milliers de morts, les dizaines de milliers, les centaines de milliers, parfois les millions de morts des guerres dont je parle, de ces guerres oubliées, avec les centaines de morts, ce qui est beaucoup trop, palestiniens, de la guerre qui est en train, j'espère, de se terminer vraiment. Je ne pense pas qu'ils auront l'indécence de faire cette comparaison. Ni une comparaison
entre, entre Israël qui se défend, qui riposte à une attaque contre Et justement, civils. ce que vous dites, ça me fait rebondir. Pourquoi, depuis 10 jours, depuis 15 jours, pourquoi cette occultation, notamment dans la presse, mais aussi dans les déclarations officielles des gouvernants, même le gouvernement français, pourquoi cette occultation de l'agression du Hamas? Près de 4000 roquettes tirées sur Israël, c'est pas rien. Qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui si 4000 roquettes, 4000 missiles été envoyés sur Paris ou sur les principales villes de France? Aucun pays au monde, la plus pacifique des démocraties, la plus démilitarisée des républiques, la Suisse riposterait si elle était face à une situation comme celle qu'affronte Israël aujourd'hui. Personne ne peut supporter Et cela. indépendamment de Israël, qui sont ces gouvernants, ça n'a rien à voir. Et puis, d'une part, et d'autre part, pourquoi? Est-ce que je n'ai pas réussi à trouver depuis 15 jours une personne capable de me dire quel est le but de guerre du Hamas? Parce que jusqu'à présent, la guerre contre le Fatah, la guerre contre les intifadas, des couteaux, etc. Bon, il y avait tout ce que vous voulez. J'ai toujours été inconditionnellement du côté d'Israël. Mais je savais que du côté des agresseurs, du côté des intifadistes, il y avait une revendication. Et là, pour vous, c'est quoi? Il y avait l'idée qu'il fallait quitter la Cisjordanie, il y avait l'idée qu'il fallait créer un État palestinien dans cette région. Mais là, quelle est la revendication du Hamas? Vous avez une idée en tête? Non, mais, oui. C'est quoi? Attendez, en tout cas, elle n'est pas territoriale, Ouais. puisqu'Israël a quitté l'enclave de Gaza depuis maintenant 15 ans. Elle n'est pas frontalière, puisque, contrairement à ce que disent les Palestiniens, il y a 800 camions qui passent tous les jours d'Israël vers Gaza pour livrer des biens, des marchandises, etc. L'eau, le gaz, l'électricité sont fournis pas par l'Égypte, ni par personne d'autre, par Israël. Et donc, même quand ils ne sont pas payés. Et donc, qu'est-ce qui se passe alors? Eh ben, je me dis, quand je fais le vide, quand j'élimine toutes les raisons habituelles des guerres, ben, je me dis qu'il n'y en a aucune ne fonctionne, il n'y en a qu'une, c'est la haine pure, donc la guerre totale, donc la volonté d'anéantissement, même s'ils n'en ont pas les moyens pour l'instant, d'Israël. C'est la seule explication plausible. Quel autre but de guerre? Et alors, vous dites aussi... Et d'ailleurs, même lorsque le Hamas parle de blocus, vous savez très bien qu'il n'y a pas de blocus. Mais enfin, le blocus sur les produits servant à fabriquer des matériels militaires. Il y a deux pays. Il y a Israël. Il y a l'Égypte aussi. Mais il y a l'Égypte. Que je sache, ils n'envoient pas des roquettes sur l'Égypte. Ils hurlent pas au blocus égyptien. Les tunnels, il y a des tunnels, mais ils vont pas capturer des agents de sécurité égyptiens comme le soldat Chalit jadis. Donc il y a bien une haine pure, froide et totale d'Israël qui est conforme au fond à la charte du Hamas et qui est conforme à la généalogie fasciste du Hamas. Le Hamas est un parti arabe fasciste. Et alors, vous rappelez d'ailleurs dans le livre que vous avez été l'un de ces sympathisants gauchistes, plus nombreux qu'on ne l'a dit, qui ne sombrèrent jamais dans la maladie infantile de la haine d'Israël. Ça, c'était dans les années 68-70. Et derrière cette haine d'Israël, Bernard Lévy, il y a cet islamo-gauchisme. C'est ça le nouvel antisémitisme, Bernard Lévy? L'islamo-gauchisme? Le nouvel antisémitisme, je l'ai écrit pour la première fois en 1982, dans un livre qui s'appelait Questions de principe 1. J'ai écrit, n'importe lequel de vos auditeurs, s'il peut retrouver le livre chez un bouquiniste, le vérifiera. J'écris que la question n'est même pas de dire que l'antisionisme est un antisémitisme, c'est évident. Mais le seul antisémitisme possible aujourd'hui, c'est l'antisionisme. L'antisionisme est la seule manière dont un antisémite peut formuler sa haine aujourd'hui. J'écris cela, et donc je le répète depuis 40 ans. Voilà, 1982.
On en est là. Donc ça, c'est pour l'antisionisme. L'islamo-gauchisme, c'est autre chose. C'est l'extrême gauche en deuil de son peuple phare, de son prolétariat, de ses damnés de la terre, qui a élu les islamistes radicaux, en se disant on va faire alliance, on va faire la jonction. Et comme ça, on aura des électeurs aussi, hein, quelque part. Comme ça, on aura des fantassins. Mmh. On aura des bataillons. Et c'est ce qui nous conduit à reparler de ce que vous disiez au début de l'émission sur cette gauche ou de cette nouvelle gauche française. De cette nouvelle gauche, oui, déshonorée. Vous comprenez, ceux de nos compatriotes qui osent se réclamer de gauche, qui osent se réclamer de l'héritage de Jaurès et de Blum, quand ils consentent à ce marqueur d'infériorité qu'est le voile, quand ils consentent à la violence machiste des hommes sur les femmes, quand ils consentent à ce que les lois de la charia soient supérieures aux lois de la République chez certains de leurs militants. Mais ils font honte à la tradition de Jaurès. Et ils font honte peut-être aussi à ce que disait Malraux, que vous citez. Les gens que j'aime le plus sont ceux qui font la guerre sans l'aimer. Ah bah, naturellement. Ça, c'est une chose que j'ai vérifiée toute ma vie et que je vérifie encore dans ce nouveau film, c'est qu'il y a un vrai partage entre les gens qui font la guerre parce qu'ils aiment ça, et ça c'est abject, c'est horrible, et puis ceux qui font la guerre parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils sont obligés. Parce qu'ils sont obligés. Israël fait partie de ces pays. Israël est dans cette tradition-là. Franchement, je connais bien Israël, j'y vais souvent. Je connais peu d'Israéliens qui fassent la guerre pour le plaisir. Ils le font. Et on peut, pardon, je vous ai interrompu. Parce qu'ils sont obligés, parce que leur terre est menacée, parce que leurs enfants, si Israël n'est pas dissuasif et fort, vivront dans des abris comme Ashderot. Voilà. Y compris les Israéliens qui sont dans le camp de la paix. Ils peuvent vouloir 2 États, ils peuvent vouloir la paix avec les Palestiniens, mais ils disent ça aussi. Il faut pouvoir vivre en sécurité. Écoutez, je me souviens mon ami Amos Oz, qui était membre du comité éditorial de ma revue La Règle du Jeu, qui fête ses 30 ans ces jours-ci. Amos Oz, qui était une des figures du camp de la paix, il transigeait pas avec l'exigence de sécurité pour Israël. Quand Israël était agressé par le Hamas, il était déchiré, il était bouleversé. Mais il savait bien que... Parce que ça renvoie à la paix plus tard. À beaucoup plus tard, peut-être. Oui, ça renvoie à la paix plus tard. Tout l'argent qui est dépensé pour fabriquer des bombes et pour les lancer serait tellement plus utile à faire d'autres hôpitaux encore plus performants que les grands hôpitaux que nous avons en Israël. Il était bouleversé par tout ça. Mais il savait en même temps qu'on n'a pas le choix. J'ai encore 2-3 questions à vous poser. On a 3 minutes de la fin de l'émission. Donc, vous disiez, ce livre, c'est quelque part aussi un exercice de transmission, Bernard-Henri Lévy. La transmission, le témoignage, c'est important pour vous, c'est essentiel. Et vous rappelez d'ailleurs, ça fait partie de la transmission, ces mobilisations de 2001 contre Haider en Autriche, on voit les images, ou de 1978 contre les crimes du communisme, et vous dites, 43 ans après, contre un autre fascisme qui est l'islamisme, on ne se borne qu'à allumer des bougies. Oui, je trouve qu'on est moins nombreux et moins ardents contre l'islamisme qu'on était contre le communisme et que nos pères étaient contre le nazisme. Or, l'islamisme, c'est la 3e étape. Il y a eu le nazisme, il y a eu le communisme, il y a l'islamisme. Qui peut conduire à quoi ? Qui peut conduire à des peuples entiers. Parce que tout ça, ça a conduit à des génocides. Hein. À des peuples entiers génocidés, qui peut conduire à un état de terreur dans nos sociétés, qui peut conduire à des escadrons de la mort instrumentalisés par des agences turques. Par l'Iran, par la Turquie, oui. Qui sèment la terreur dans nos villes, ça peut conduire à tout ça. Et dernière phrase de votre livre, je vous cite. Se pourrait-il que dans ce dernier affrontement se joue notre destin ? Il y a là un protagoniste, au moins un, pour dire non à l'obscurantisme, à la loi des massacres et à l'esprit de démission, je l'espère. Mais en vous lisant, on se dit, quelque part, vous en doutez aussi. Non. Non ? Non. Je suis d'une lucidité
assez instruite par le temps, mais d'un optimisme absolu. Je pense qu'on gagnera la bataille. Je pense que les Juifs sont plus forts que les antisémites, infiniment plus forts. Je pense que les démocrates ne se laisseront pas avoir comme dans les années 30. Je pense que la République tiendra face aux factieux. Simplement, encore faut-il livrer bataille. Encore faut-il pas baisser les bras. Encore faut-il ne pas avoir peur de sa propre force. Je parle de la force de l'esprit, de la force de l'intelligence et de la force des idées. Et comment on livre bataille? Force de l'esprit, c'est ce dont parlait François Mitterrand avant de mourir. Il disait les forces de l'esprit, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Mais comment on livre bataille? En marquant des lignes de démarcation et en ne transigeant pas, en appelant un chat, en refusant cette espèce de nuit où toutes les vaches sont grises, en refusant la culture de l'excuse, en refusant la démarche des juges qui, dans l'affaire Sarah Halimi, ont décidé que l'assassin de Madame Halimi, celui qui l'a torturée à mort puis défenestrée vivante, sous prétexte qu'il avait peut-être eu une enfance difficile et qu'il était dans un milieu où on consommait beaucoup de hashish, n'était pas coupable. Il faut résister à ça. Voilà. Résistance. Résistance à cette culture de l'excuse, à ce collaborationnisme diffus, à ce muniquisme larvé qui fait partie de ce que j'ai appelé, il y a aussi 40 ans, l'idéologie française. Alors avant de conclure, Bernard Lévy, je rappelle le titre de votre livre. C'est pas l'idéologie française, c'est Sur la route des hommes sans nom et c'est publié chez Grasset. Et je rappelle que votre film, Une autre idée du monde, sera diffusé le 14 juin sur Canal+. Merci en tout cas, Bernard Lévy, d'avoir accepté de participer à cette émission. Bonne fin de journée sur Radio J et à dimanche prochain. Merci.